J'avais un parcours, donc j'ai fait des études à l'université, mais j'avais un parcours très littéraire, donc vraiment bac L, lettres, licence de lettres classiques, donc du grec et du latin. Finalement, moi je me suis spécialisée, voilà, dans Dev, puis dans le mobile, puis dans Flutterflow. Et en vrai, j'aime bien cette techno. Et je ne me suis pas spécialisée par amour de la technologie finalement. En fait, cette activité, elle me permet de gagner correctement ma vie. Et bon, je pense que c'est pas toujours simple d'être freelance et de débuter quand on est jeune ou quand on débute là-dessus. Et je trouve qu'en tant que dev, mais ça c'est partout, que ce soit en freelance ou en entreprise, c'est un peu le dernier maillon de la chaîne où il y a eu des problèmes, mais personne ne s'en occupe. Bonjour YouTube, mon invitée du jour s'appelle Vanessa. Elle va nous raconter aujourd'hui tout son parcours, où elle est passée de titulaire d'un bac L à aujourd'hui freelance indépendant, où elle gagne suffisamment sa vie en développant des applications mobiles. Dans cette vidéo, elle va nous raconter son histoire, son parcours, et elle va également nous parler de son activité de freelance. Donc c'est une histoire vraiment passionnante, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout, sinon allez dans les chapitres qui vont vous intéresser particulièrement. Bonjour Vanessa, donc ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir sur ma chaîne aujourd'hui. Alors, en quelques lignes, j'ai fait un peu quelques recherches sur toi. Donc aujourd'hui, tu es freelance, experte en développement mobile, notamment sur la stack Flutter, Flutterflow. Tu fais plein de choses, mais on va en parler après. Mais je vais tout d'abord te laisser te présenter en fait, et pour que les spectateurs puissent te connaître un peu plus. Ok, bonjour Fabrice. Effectivement, moi je suis freelance et je fais du développement mobile, donc avec Flutter, Flow et Flutter. Et je crée aussi du contenu et avec la potion Flutterflow, donc aujourd'hui une newsletter. Et je fais aussi de l'accompagnement sous forme de consultation, de coaching individuel auprès de personnes qui veulent développer leurs propres produits, leurs propres applications, ou qui veulent se lancer en tant que ajouter en fait la stack Flutterflow à leur activité en tant que développeur ou développeuse indépendante. D'accord. On va en parler un peu plus tout au long de ce podcast. Par rapport à ton parcours, en fait, parce que c'est ça qui m'a le plus interpellé. Toi, à la base, tu n'as pas eu une formation tech. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, en fait, parce que c'est vraiment une très très longue histoire et ça m'intéresse vraiment de savoir comment, Ok. qu'est-ce qui t'a amené à devenir, en fait, Ouais. c'est quoi le chemin qui t'a mené à devenir développeuse freelance aujourd'hui, quoi. Ouais, et effectivement, moi, j'ai pas du tout commencé dans cet univers ma vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai 35 ans pour un peu situer quand Mhm. a démarré ma vie professionnelle. Donc, il y a pas mal d'années maintenant, parce que j'avais un parcours. Donc, j'ai fait des études à l'université, mais j'avais un parcours très littéraire, donc vraiment bac L, lettres, licence de lettres classiques, donc du grec et du latin. Et après, j'ai évolué vers un master en communication. Pourquoi, en fait, quand j'étais en licence, j'ai découvert par hasard un cours que j'avais qui était un cours de sociolinguistique. Et la sociolinguistique, c'est étudier les pratiques langagières et les discours d'un point de vue social. Et donc, en vrai, c'est faire de l'analyse du discours, de l'analyse des pratiques langagières, ou comment on reproduit et on véhicule tout ce qui est les stéréotypes, les discriminations, à travers la façon dont les gens parlent, la façon dont on parle. Et ça m'avait absolument fascinée. Je me suis dit, mais oui, je veux faire ça, moi aussi, je veux aider, je veux participer à ça, que les gens arrêtent de véhiculer des discriminations à travers le discours. Mhm. Et en fait, il s'est trouvé que quand j'ai commencé mon master, ce département de sociolinguistique est parti du département de lettres vers le département d'information-communication. Donc, à l'époque, c'était vraiment le tout début du département Infocom. Moi, j'ai fait mes études à l'université de Rennes, donc en Bretagne. Donc, déjà, premier switch. Mais on était toujours dans un monde très littéraire, dans un monde des sciences sociales. Et donc, j'ai continué en thèse. Donc, vraiment, je me destinais à faire de la recherche en sciences sociales.
Et c'est un peu là que c'est né. Et j'ai continué et j'adorais vraiment ce que je faisais. C'était très intéressant. Alors, je n'ai pas changé le monde, en fait, ce qui est arrivé finalement. Je ne suis pas arrivée là. Il y a des gens qui le font dans ce domaine. Mais ce que ça m'a apporté, c'est que déjà, je me suis changée moi. Tu vois, je me suis dit, OK, en fait, je suis pas on n'est pas des messies. Déjà, j'ai appris à moi travailler sur mes comportements, des choses où j'ai pu grandir, tu vois, personnellement là-dessus. Et je pense que ça a beaucoup impacté après ma vie. Et finalement, dans cette thèse, j'adorais ce que je faisais, mais c'était quand même très compliqué parce que j'avais, comme beaucoup de personnes en sciences sociales, je faisais une thèse qui était non financée. Une thèse qui était non financée, donc je faisais plein d'autres boulots à côté. Et finalement, quand tu fais une thèse, c'est là que j'ai commencé. Alors, je faisais déjà un peu de l'informatique, lambda, un petit peu comme tout le monde. Mais finalement, tu as quand même un gros travail avec la gestion des données, en fait, que tu apprends en thèse, de gérer tes données bibliographiques, tu vois. Enfin, c'est pas que des livres, c'est aussi des ressources que tu trouves en ligne, que tu vas chercher sur des catalogues numériques, comment tu vas gérer tes notes, comment tu vas gérer tout ça. Donc, c'est vraiment un gros travail informatique. Et moi, j'ai vraiment adoré ça. Et j'ai commencé très rapidement, même avant ma thèse, dans mon master, à donner des cours aux autres, tu vois, de monitoring informatique. Donc, c'était vraiment comment gérer votre base de données Excel, votre base bibliographique, comment gérer. Donc, à l'époque, il y avait des outils comme Evernote. Tu vois, j'ai l'impression d'être hyper vieille quand je dis ça. Des outils comme Evernote, on utilisait Zotero aussi, qui est une forme d'outil un peu low-code là-dessus. Et donc, j'ai continué là-dessus. Et notamment, j'ai commencé à apprendre des choses sur le site du Zéro, qui est aujourd'hui Open Classroom. Parce que, donc en fait, une thèse, c'est quoi? C'est un document de plusieurs centaines de pages. C'est un PDF de plusieurs centaines de pages. Et dans mon domaine, en sciences sociales, les gens faisaient ça sur Word. Et donc, je ne sais pas si tu as déjà essayé de faire un document long sur Word. C'est une horreur. OK. Et moi, je connaissais d'autres doctorants qui étaient plutôt dans d'autres universités, des doctorants en mathématiques, en informatique, qui, eux, faisaient une thèse sur LaTeX. Donc, qui est vraiment un outil qui te permet de générer des PDF en faisant une forme de pseudocode, quoi. C'est moins visuel, avec des balises pour dire si c'est en italique, si c'est en gras, si c'est un titre, etc. Et donc, moi, je me suis lancée là-dedans tout seul, parce que, en fait, toute seule, parce que eux, les doctorants qui faisaient ça, leurs articles et leurs thèses là-dessus, ils avaient un template de leur université. Moi, dans mon université, tout ça, ça n'existait pas. Donc, me suis un peu lancée dans le code par ce prisme, je me suis formée à LaTeX sur le site du Zéro, je me suis formée à connecter ma bibliographie à un autre logiciel qui s'appelait BibTeX, et tout ça devait être formaté sur le format que voulait mon école doctorale, mais en fait, ça n'existait pas, donc j'ai fait du XML, des petites choses comme ça. Et franchement, j'ai adoré faire ça. Mais c'était périphérique, tu vois. Et de toute façon, moi, j'étais dans une filière plutôt littéraire quand même si c'était des sciences sociales. Voilà, je n'avais pas d'autres raisons, donc je travaillais là-dessus, mais j'adorais. Et puis, les années ont passé et en fait, j'ai décidé d'arrêter ma thèse. Pas parce que j'aimais pas faire ça, mais il s'est passé plein de choses. Déjà, une grande précarité quand même. Parce que c'était des petits boulots, c'était des petits boulots un peu dans tous les sens, des CDD, des contrats de vacation, des choses comme ça. Et puis finalement, assez peu de débouchés vraiment stables quand tu fais des études universitaires, surtout en sciences sociales. En France, tu vois, dans d'autres pays, c'est un peu différent. Mais en France, c'est ça. En plus de ça, mon directeur de recherche a une grave maladie et en quelques mois, il est décédé. Donc, j'aurais pu avoir une autre direction de thèse. Mais bon, ça a amené quand même à vraiment un épuisement psychologique. Et donc, j'ai décidé d'arrêter. Et j'en suis pas encore venue tout de suite au dev. Parce qu'il s'est passé des trucs perso. Donc, je me disais, OK, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Vers quoi je vais me tourner? J'ai des compétences. Vraiment, j'ai développé plein de compétences, mais les entreprises, elles ne se disent pas, waouh, bien sûr. Donc, je n'étais pas très employable sur le marché en dehors de ce travail public, quoi, de choses que j'avais fait pour l'université, plein de choses, mais ce n'était pas très employable.
Et j'ai eu un bébé, tu vois. Enfin, donc ça m'a permis le temps de réfléchir. Et puis cette idée de, ok, bah, qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce que j'ai fait ces dernières années qui m'a plu, et c'est revenu, tu vois, ce truc, bah ouais, j'ai fait ça, c'est vrai que j'aimais beaucoup faire ça, puis t'as un côté où je faisais des trucs, je sais plus, c'était vraiment très compliqué ce que je faisais, mais tu vois, je découvrais, donc ça me passionnait, et je me suis dit, c'est vrai que j'adorais faire ça, c'était un peu une bulle en dehors de toutes les problématiques que je vivais, et en plus, à ce moment-là, bah déjà, c'était un peu plus à la mode de se reconvertir, tu vois, que quelques années auparavant où les gens ne changeaient pas de voie. Tu vois, déjà, ça avait beaucoup évolué. Pas mal d'amis avaient fait des burn-out, avaient fait des nouvelles formations, etc. Et j'avais aussi rencontré des gens. Bah, devenir dev, c'était plus juste avoir fait une école d'ingé. C'était impossible. Je n'allais pas me Oui. relancer 5 ans dans une école d'ingé. Il y avait cette possibilité de formation courte où, en plus, tu avais quand même un marché de l'emploi. Quand j'ai fait ma formation, donc c'était en 2019, tu vois, je crois, qui était beaucoup plus important que 5 ans auparavant. Enfin, quand même, c'était quand même plus facile de trouver un travail en tant que dev il y a 5 ans, du coup, qu'il y a 10 ans, tu vois. Toi, tu es peut-être mieux placé pour le dire, mais c'était beaucoup plus. On n'était plus dans IT Crowd, tu vois. À ce moment-là, c'était quand même assez cool d'être dev. Donc, je pense que ça a joué. Parce que moi, j'avais aussi besoin. Bah, j'avais un enfant en bas âge, tu vois, qui avait même pas 1 an. Bah, je voulais trouver un travail qui me plaisait, qui m'apporte une sécurité de l'emploi. Parce que moi, j'avais jamais eu de sécurité de l'emploi. Donc, c'était un peu mon goal d'avoir un CDI. Et qui me permettent d'avoir une formation assez courte quand même, que je peux caser dans mon emploi du temps de jeune maman finalement. Et du coup, je me suis dit, ok, et ben, je me suis inscrite à une école qui est située à Nantes, et ils ont quelques autres pôles qui est très très réputée à Nantes, en tout cas, dans le bassin nantais, et très très reconnue auprès des entreprises, mais qui a un bootcamp de 6 mois à l'ENI, donc l'ENI École Informatique, et 6 mois plus 2 mois de stage. Et donc voilà comment je suis arrivée dans le monde du dev. Et vraiment, ça a été une super expérience. Tout s'est très bien passé, et c'est ça que je trouve chouette, c'est que même si j'avais un background hyper littéraire, voilà, les maths que j'avais fait, ça datait du lycée, vraiment, quoi. Et ben en fait, j'ai été vraiment dans le top de ma promo. J'ai vraiment pu progresser, j'ai trouvé beaucoup de ressources, et j'ai trouvé mon stage très facilement. J'étais embauchée à l'issue de mon stage. Ça a vraiment été un success story, vraiment. Et avec beaucoup plus de reconnaissance finalement, alors que le titre que j'avais, c'était un équivalent Bac+2, un RNCP. Et j'avais l'impression d'avoir beaucoup plus de reconnaissance sur ce que je faisais, alors qu'avant, je l'avais pas fini. Et j'avais quand même un niveau doctorat, tu vois. Et c'est ça que je trouvais assez fou. Parce que finalement, quand tu faisais un doctorat, je travaillais énormément. Et en fait, tu n'avais vraiment aucune reconnaissance parce que je gagnais pas ma vie avec ça. Et je trouve que ça jouait vachement dans la perception que tu as de la valorisation de ce que tu fais. Donc voilà, j'essaie d'être synthétique dans ce parcours assez... Non, mais c'était très clair par rapport au parcours. En fait, si je comprends bien, en fait, donc tu as une formation littéraire. Après, Ouais. c'est plus par je pense que tu as une force de travail que tu as acquise pendant ton doctorat, qui fait que même pendant ta courte formation, derrière, ça t'a beaucoup aidé en quelque sorte. Ouais. Bah, ça, c'est une vraie question, je trouve, qu'on me pose beaucoup. Oui. Justement, qu'est-ce qui fait effectivement, tu as beaucoup ce discours quand je suis arrivée dans le monde du dev, que j'ai entendu de plein de personnes, ouais, mais les gens qui sortent de bootcamp, c'est pas des vrais devs, ils arriveront jamais, etc. Et à côté, tu as les écoles qui te disent que, bah oui, tout le monde peut y arriver, il n'y a pas de prérequis. Je sais même pas s'il faut le bac pour faire ces bootcamps, je sais plus, tu vois. Mais dans la réalité, je trouve que c'est pas complètement vrai, parce que oui, le dev, c'est pas parce que tu n'en as pas fait à 14 ans. Je pense que c'est comme tout métier, tu peux l'apprendre, tu as des méthodos. Et même si j'avais pas fait de... Néanmoins, quand je suis arrivée dans la formation, j'avais quand même un peu des facteurs de mon côté, parce que ouais, j'avais pas fait de dev, mais j'avais quand même fait des études, tu vois, qui m'avaient fait acquérir
tout plein d'autres compétences, de travailler en équipe, de savoir gérer un projet, d'être autonome, de faire mes recherches toute seule, voilà, de comprendre ça quand même qui était quand même un facteur favorisant par rapport à des gens qui n'avaient pas forcément fait d'études, qui avaient peut-être eu un emploi où ils n'avaient pas toutes ces responsabilités qu'on leur a données. Parce que voilà, moi, j'avais eu des jobs pas très bien payés, pas très stables, mais on m'avait donné des responsabilités, donc j'avais des fois appris un peu sur le tas. Donc ça, j'avais appris à avoir cette confiance dans ma capacité de travail et d'avoir ces compétences. Donc déjà, je trouve que dans les formations, on n'arrive pas tous sur le même pied d'égalité. Et ça, tu vois, c'est le reproche que je pourrais faire à mon école. Je connais pas les autres écoles, mais c'est pas vraiment pris en compte concrètement. Sur le papier, tout le monde peut faire, ok, mais on t'a un peu balancé. C'est un peu Hunger Game, quoi. Tout le monde n'est pas arrivé à la destination finale, tu vois. Après, il y a des gens qui n'ont pas fait finalement dev de la formation parce qu'ils se sont rendus compte que peut-être ça leur plaisait pas, mais c'est parce que ça leur plaisait pas ou c'est parce qu'on leur a pas donné toutes les clés pour y arriver, tu vois. C'est difficile de savoir. Et l'autre chose qui m'a permis, c'est qu'en vrai, en fait, j'ai quand même beaucoup taffé, tu vois. Ouais. Déjà, avant de commencer la formation, j'avais fait pas mal de tutos sur Udemy, sur YouTube, sur Open Classroom. Donc, j'arrivais déjà au premier jour de formation, j'avais fait pas mal de choses moi-même. Donc, j'avais eu le temps de faire ça chez moi. Et pendant la formation, j'avais un enjeu, tu vois. Déjà, j'avais un enjeu. J'avais un enfant en bas âge, donc je n'étais pas là pour rigoler, si tu veux. L'objectif, voilà, c'était quand même, j'avais une journée qui s'arrêtait et je reprenais après une fois qu'il était couché. Alors que c'est vrai, des fois, dans ma formation, parce que c'était full en ligne, finalement. Je peux expliquer après pourquoi. Parce qu'on s'est retrouvés confinés, en fait, à ce moment-là. Alors que c'était initialement prévu en présentiel. Finalement, moi, j'ai préféré. Mais voilà, t'en as qui disaient « ouais, moi, finalement, j'ai pas fait l'exercice, j'ai été jouer à ça, j'ai fait ci, j'ai procrastiné. » Moi, j'étais pas là pour rigoler, quoi. Enfin, moi, j'avançais et si j'avais fini le truc, j'allais plus loin. Donc, je pense que ça jouait aussi, mais bon, voilà, c'est un mix des deux. Et pendant ce passage-là, en fait, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières? Justement, le fait de passer du monde, certes, tu as beaucoup travaillé, mais je pense comme tout le monde qui monte en compétence sur Ouais. parce que c'est une nouvelle façon de travailler, même si effectivement tu as déjà acquis de nombreux réflexes avant. Est-ce que tu as des difficultés que tu as rencontrées en fait, le fait de passer du monde normal en passant en mode du code en quelque sorte? Pas tant que ça, je trouve. J'ai quand même acquis assez facilement la logique. Je pense que tout ça m'a aidé. Et puis, le fait de chercher moi-même, en fait, de me dire, OK, j'ai un problème. Tu vois, en thèse, c'est un peu ça. Tu as un problème, une problématique. Tu la définis. C'est une méthodologie, quoi. Tu définis, OK, mon problème, il faut déjà que je l'exprime clairement. Et ensuite, je vais pouvoir chercher des solutions et je vais choisir les solutions. Donc ça, c'était vraiment cette méthode, moi, je trouve, qui m'a aidé à comprendre l'algorithmie, à comprendre comment débugger, tu vois, vraiment les compétences, les deux, tu vois, voilà, comprendre l'algorithmie et débugger, je pense que c'est les deux principales compétences. Donc, et en plus, comme finalement la formation était et ça c'est plus personnel, était en distanciel, au début j'étais un peu déçue parce que j'avais envie de rencontrer du monde. Je sortais d'un congé maths, tu vois, où j'avais été passer plusieurs mois seule, enfin pas toute seule, mais en grande partie du temps seule avec mon bébé. J'avais envie de voir du monde, mais bon, finalement, confinement. Mais j'ai trouvé ça bien, parce qu'à la fin de la formation, on a eu finalement des jours en présentiel et retourner en cours sur un banc avec un rythme imposé par l'enseignant. Je trouvais ça horrible, en fait. Alors que là, chez soi, tu peux ralentir la vidéo, tu vois. Après, on avait un mentor avec qui on pouvait questionner, mais tu peux ralentir la vidéo si c'est trop compliqué. Si c'est OK pour toi, tu peux l'accélérer, parce que quand tu as un truc qui est trop lent, moi, mon attention, elle décroche, donc c'est pareil. Donc, vraiment adapté. Moi, je me suis sentie hyper bien dans cette formation. La difficulté, après, elle aurait été plutôt au mode de travail entreprise que j'ai rencontré après, quand j'ai eu mon CDI, mon fameux CDI que je voulais, que dans la formation. Mais voilà, j'avais tout ça en place. Ok, ouais. super.
Et donc, tu es rentré par le biais du web à la base, hein, quand tu avais suivi la formation Ouais, chez Uni, c'était du web. Après, tu es ouais. passé au mobile avec Flutter. Euh, comment ça s'est fait en fait? Pourquoi? Ouais, Ouais. alors effectivement, alors la formation que j'ai eue, c'était full stack. Donc c'était vraiment voilà, algorithmie, web et vraiment très orienté back-end finalement. Tu vois ce qu'on a fait. Euh, et on a fait un peu de front quelque part et un peu de mobile, mais genre une semaine quoi. Et quand je suis arrivée dans mon premier emploi, donc mon stage plus la boîte, c'était vraiment dans une toute petite boîte, une petite PME. Et le projet principal, c'est un gros ERP, donc un gros logiciel d'entreprise en fait qui gère un peu tout, les factures, le contrôle qualité des produits, enfin un gros truc qui avait genre 10 ans, donc avec beaucoup de code legacy, tu vois, un truc avec voilà. Et comme on était dans une petite entreprise, petite PME, j'ai eu tout de suite beaucoup de choses à faire, donc je pense que ça m'a aidé à monter en compétences. Euh, Et le premier projet après mon stage que j'ai eu à faire, c'était justement une app mobile, tu vois, une app mobile qui fonctionnait hors ligne, qui se connectait à l'ERP. Donc vraiment un petit produit indépendant. Et je ne l'ai pas du tout fait en Flutter, pardon. Mais en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un petit benchmark sur comment faire du mobile aujourd'hui à cette époque-là. Et puis après, bah, c'est mon boss en fait qui avait choisi, il n'avait pas choisi Flutter. Il avait choisi à l'époque du Vue.js. Donc, d'encapsuler Vue.js dans un framework qui s'appelle Quasar, qui permettait d'encapsuler Vue.js et de builder sur un peu, non, en théorie, toutes les plateformes. Alors, moi, je l'ai testé que sur Android à ce moment-là. Mais, mais j'avais gardé Flutter dans un coin de ma tête. Où je me suis dit, ah, ça avait l'air cool quand même, Flutter. Et puis, je continue de progresser dans cette entreprise, de monter en compétences. Donc, ce qui m'a servi, c'est que bah, j'avais quand même pas mal de taf à faire. Voilà. On a été assez exigeant avec moi. Et, et en plus, j'ai été tout de suite ouverte un peu au monde du code en dehors de cette entreprise parce que j'ai pu participer dès mon stage, je crois, à un événement qui s'appelle un événement PHP, parce que je travaillais en PHP et Vue.js du coup à l'époque, qui s'appelle l'AFUP. Et là, je trouve que ça a débloqué un truc où je me suis dit, OK, là, ce qui se passe dans mon entreprise, on fait ça, on code comme ça, on a ces pratiques, mais il y a toutes ces autres façons de faire. Il y a toutes ces choses. OK, maintenant, à cet événement, j'ai découvert tout ça et je savais comment aller chercher, quelles ressources aller voir pour me documenter, pour aller plus loin, pour comprendre c'est quoi tout l'univers du code en dehors de ce qui se passe dans mon entreprise. Donc vraiment comprendre un peu tout ce monde de la tech, ces différentes ces différents axes, tu vois, et qu'il n'y avait pas que ce que je faisais là. Donc ça, c'est pas quelque chose dont m'a parlé à l'école, en tout cas dans l'école où j'étais. C'est vraiment très focus, voilà, code. Mais ensuite, en entreprise, je découvre, OK, il y a autre chose. Il y a aussi comment gérer un projet informatique, qu'il n'y a pas une façon de coder, il y en a différentes, mais qu'il y a des bonnes pratiques. Enfin, tout cet univers, ça m'a... j'ai vraiment été curieuse de tout ça. Donc ça m'a aidé à progresser. Et puis, j'ai fini par quitter ce premier emploi parce que les conditions, bon, j'ai déjà mon rêve de CDI, c'était un peu confronté en fait à la réalité. Je me suis dit, ah, il y a des trucs qui sont pas très cool. Et l'entreprise où j'étais, bon, il n'y avait pas des pratiques de management hyper cool. Et qu'au début, je ne les ai pas vues. J'ai pas voulu les voir parce que j'étais à fond dans ma progression avec, tu sais, le truc en me disant, bah, si là je fais pas bien ou là si je comprends pas, c'est parce que moi je suis nulle. Et en fait, petit à petit, en parlant aussi à d'autres amis dev, ça joue aussi, je me dis, ah non, c'est pas ça. En fait, c'est juste parce qu'il n'y a pas de documentation, parce qu'on m'a pas expliqué. Donc là, j'ai progressé. Là, c'est pas parce que je suis nulle, c'est juste qu'il faut autre chose. Donc, commencer, voilà, au bout de quelques mois à comprendre ça. Et puis, voilà, on m'avait promis une augmentation que je n'ai pas eue, alors que j'étais en dessous du marché. Enfin, voilà, tu vois, management de petites PME, etc. Donc, je me suis dit, OK, je m'en vais. Et j'étais quand même dans l'idée de retrouver un poste en CDI parce que je me sentais quand même
pas. Bon, je me disais, je vais apprendre d'autres choses dans une autre entreprise. Et puis, j'ai eu des entretiens très intéressants, mais c'était compliqué en termes d'organisation, tu vois, avec les horaires de l'école, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, tentons en freelance. Et là, je me suis dit, OK, ben, j'avais adoré faire cette application mobile que j'avais faite au début de mon poste et qu'on suivait un peu. Mais j'étais quand même développeuse web sur PHP et donc vraiment full stack et Vue.js. Mais je me suis dit, allez, je vais me lancer en mobile. Et donc là, je me suis formée en mobile. Donc j'en avais déjà fait un peu, mais j'ai vraiment choisi Flutter. J'ai regardé des dizaines de vidéos Flutter ou React Native et j'ai choisi Flutter. Et j'ai vraiment aimé la techno. Elle décollait, tu vois, à ce moment-là, aussi en France. Elle avait que peut-être 2-3 ans d'antériorité en France, vraiment. Donc vraiment, ça décollait. Et j'ai trouvé mes premières missions, voilà, finalement, comme ça. Donc, tu as créé, en fait, c'est avec Flutter que tu es devenu freelance, en fait, si je comprends bien. Ouais, D'accord, ouais, ok. ouais. Ok. De toute façon, on va parler de ton activité Ouais, freelance après. ouais, Mais le fait de Flutter, donc ça fait à peu près 3-4 ans que tu fais du Flutter. Allez, 3-4 ans. ouais, 3-4 ans. Euh, ouais, Après, tu es basculé vers une autre technologie. Donc d'ailleurs, c'est l'objet de la chaîne, c'est Flutter Flow, hein. ouais. Et tu as fait le bascule. Pourquoi tu as fait le bascule? Parce qu'il y a des gens en fait qui jurent que moi je suis dev, je veux pas faire, je veux pas, je veux pas me faciliter la vie. Bon, je te laisse expliquer en fait pourquoi cette Ouais, raison-là de basculer, faire une solution de ouais. low code. Alors, je pense que c'est ce truc, effectivement, d'entendre. Alors, déjà, moi, dès que je suis arrivée dans le monde du dev, de ma formation, il y a eu ce discours de profs, de gens que j'entendais qui, je sais pas, travaillaient dans une telle techno Java et qui trouvaient PHP nul. Et voilà. Et dès le début, alors que j'avais peut-être quelques semaines d'expérience en dev, je me suis dit, ça m'en débile cette histoire. Vraiment, moi, même si t'es mon prof, franchement, j'adhère pas à ton truc. Moi, je pense pas que ça soit la solution. Je pense pas que ça a de fondement concret. Donc déjà, bon, j'étais pas trop là-dedans. J'avais jamais adhéré à ça et je voyais plutôt d'un œil. Pour moi, c'était un peu dans le même discours. Non, mais les gens qui sortent de formation, de reconversion, ils seront toujours nuls. Tu vois, je trouvais ce côté très élitiste quand même du monde de la tech, dont j'avais vraiment conscience dès le début, parce que bah, moi, c'était mon background de faire de l'analyse du discours, de faire des sciences sociales. Donc forcément, tout le contexte de la tech, bah, je l'ai vu tout de suite. C'était ce que je savais faire avant, tu vois. C'est mon métier. Donc déjà, j'avais pas trop ce prisme, moi, dû à mon parcours et que voilà, pour moi, c'était plutôt un discours discriminant d'avoir ça. Donc pour le coup, j'étais pas, je le voyais tout de suite. Et ça m'amène pas comment je suis venue à Flutter Flow. Donc, j'ai quand même fait mes premières missions en Flutter, ouais, pendant pas mal de temps, pendant 2 ans, je pense. Et soit pour des startups, soit pour des grands groupes. En fait, ce qui se passait beaucoup, c'est que je travaillais dans des équipes pour des grands groupes. Et j'ai aussi rejoint l'équipe d'organisation de Meetup Flutter à Nantes, parce qu'à Nantes, c'est vrai que j'ai eu de la chance dans mon parcours, c'est qu'à Nantes, il y a quand même une grosse communauté autour du mobile. Et aujourd'hui, il y a un événement, pardon, Mobilis Immobilier, qui se crée depuis 3 ans. Je pense que plus que d'autres villes, alors Paris, je ne sais pas, mais plus que d'autres villes, il y a quand même un gros pôle de gens qui font des actions gratuites, des événements autour du mobile. Donc, j'ai rencontré plein d'autres développeurs mobiles, Flutter, en dehors de mes missions. Et dans ce cadre, donc ça m'a aussi beaucoup accompagné finalement dans mon activité de freelance, ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Et puis, je vivais aussi j'étais pas isolée, en fait. J'étais dans cet environnement, donc ça a conforté mon choix de faire du mobile. Je pense que là, c'est vraiment un facteur chance, en fait, qui est arrivé que je me sois retrouvée à Nantes à ce moment-là. Et voilà. Et pourquoi j'ai voulu me diriger après Flutterflow. vers le no-code? Le no-code prenait quand même un petit peu de plus en plus de place. Et
moi, ça m'a intéressée parce que je me, je me lassais un peu des projets tech, depuis que j'avais été devenue dev, hein, pas seulement en mobile, de la lenteur des projets. Que c'était long, qu'on travaillait. Et vraiment, la dernière mission sur laquelle j'ai travaillé en tant que dev Flutter dans une équipe pour un grand groupe, c'est qu'on a une grosse équipe, donc de back et de dev front, et voilà, une boîte qui faisait l'UX, etc., a travaillé pendant des mois sur un projet, et notamment donc, sur la partie mobile. Et au final, l'application mobile aujourd'hui, elle n'existe plus, ou elle n'est pas diffusée parce que finalement, la direction de fondateur a dit ah non, en fait, on s'est trompé sur le produit. Ok, d'accord. Donc, et tu vois, quand même, tu te dis ok, j'ai travaillé pendant longtemps sur un projet sur lequel d'autres personnes ont travaillé. Donc, en tout, il y a des mois, des heures, des centaines d'heures de travail de plusieurs devs pour qu'on le jette à la poubelle, tu vois. Donc, bon, c'est pas que ça, mais ça a participé au truc, tu vois. Et je trouvais qu'en tant que freelance aussi, quand je ne voulais pas travailler pour des grands groupes, mais pour des petits projets, je trouvais que tout dev tout seul en Flutter, aujourd'hui, ça atteignait tellement de complexité, d'appels, de lib, de d'autres services tiers, etc., que je trouvais que, en fait, c'était dur à vendre, finalement, parce que tu peux pas avoir tout seul en charge un projet en full time pendant des mois. Déjà acquis, je trouve que c'est pas adapté à quelqu'un de tout seul. Donc, je me suis dit, ok, j'ai envie d'autre chose. J'ai pas envie de ça. J'ai envie de construire moi. Et cet outil, il me paraît plus adapté à avoir ce type de projet. Et du coup, j'ai commencé à créer pour des clients des dashboards. Ils avaient besoin, pour pas très cher, un dashboard pour leur app, tu vois, un back-office. Et moi, je dis, ben, Flutterflow, Flutter, ça va coûter trop cher, je vais pas avoir le temps de faire tout ça. Testons Flutterflow. Et donc, c'est comme ça un peu que je me suis formée à l'outil, en faisant du coup du back-office en web. Mais voilà, et petit à petit, ça s'est fait comme assez un peu progressivement, hein, sur l'espace de quelques mois. J'ai switché en me disant, bah non, maintenant je veux faire des projets Flutterflow parce que ça correspond plus à mes appétences de projets où bah, peut-être que je m'ennuie des fois un peu plus vite, tu vois. J'ai envie d'avoir des nouveaux projets. J'aime bien aussi plus participer à la construction du projet parce que dans les grosses équipes, finalement, en tant que dev, même si on te demande ton avis des fois, tu dis, et en fait, tout le monde s'en tape, en vrai, de ton avis. Et donc, je trouve que là, en faisant nos codes, tu as un peu plus de vue sur le projet, le métier, et c'est un peu plus pris en compte, enfin, même beaucoup plus. Donc, ça, c'est les deux points qui m'ont plu. En fait, moi, ce que je vois dans Flutterflow, c'est que tu es autonome en fait, dans la réalisation de ton application. Tu es capable Ouais, à toi tout seul de créer tout, et ceci de manière rapide et ouais, vite. oui, Euh, ouais. Moi, j'avais une question, parce que ça, c'est une question qu'on me pose souvent, et, Mm. qu'on dit, est-ce que tu peux parler d'une application que tu as, je ne sais pas si tu as le droit de dire le nom, mais une application sur laquelle tu as travaillé et qui sont vraiment utilisées aujourd'hui par des gens dans la vraie vie, quoi. Ouais. Ben, tu vois, je peux parler de l'application que moi j'ai créée, moi, comme Mm, ça, mm, pas d'application mm, client, il n'y a pas de mm, mm, problème de NDA, choses comme ça. ouais. Moi, j'ai créé une application qui s'appelle Ma vie en pôle, qui est un peu le Strava quand tu fais de la pole dance, tu vois. Mm, C'est un journal de très entraînement. Euh, donc, je l'ai créée toute seule. Aujourd'hui, elle est utilisée par pas assez de personnes, mais c'est pas par rapport à l'application, c'est juste que je ne fais pas assez de marketing parce que je n'ai pas le temps. Et j'ai vraiment adoré créer ce projet. Mais en même temps, aujourd'hui, je n'y accorde pas assez de temps parce que je me rends compte que j'adore, enfin, j'ai envie de garder, j'adore créer des applications pour les gens aussi, tu vois, ouais. accompagner les gens. Et du coup, j'ai finalement déjà deux activités. Je fais du dev pour d'autres personnes et je fais du consulting, voilà, je crée du contenu parce que j'adore cette partie
enseignement un petit peu, enfin formation, partager mes connaissances. C'est ce que je faisais quand j'étais en thèse, je donne des cours à l'université, donc j'adorais cette partie-là. Donc gérer ça en plus, tu vois, au niveau marketing, j'ai pas envie, donc pour le moment j'ai un peu mis ça de côté. Mais par contre, en soi, elle est existante, elle est utilisée, elle est disponible sur les stores, voilà, elle a des bons avis. Je peux aussi parler d'une application sur laquelle j'ai travaillé en partie et qui s'appelle Ready4C, qui est une application pour, c'est un carnet d'entretien. C'est un peu le même principe. Pas de ses enterrements, mais c'est un carnet d'entretien pour son bateau de plaisance. Tu vois, pour suivre voilà, quand il faut renouveler ses équipements, etc., quand il faut faire les contrôles, voilà, comme pour les voitures, je sais plus, comme un contrôle, suivre ton carnet d'entretien, ouais, c'est ça. Ouais, carnet d'entretien. Ouais, c'est ça. Un carnet d'entretien de ton bateau. Et en fait, donc Nicolas Rémy qui l'a créé, il avait une première version qui était sur un outil qui s'appelle Backendless, et il a voulu faire une refonte avec Flutterflow. Et donc j'ai travaillé un petit peu sur certaines parties de cette application. Et là, il a sorti il y a quelques jours, semaines, donc la nouvelle version de l'application avec Flutterflow. Et pourquoi il a choisi ça? C'est aussi pour le côté, par rapport à l'ancien outil qu'il utilisait, de l'absence de vendor locking. Donc, c'est que lui, la perspective d'exporter, d'être propriétaire du code, même si on l'a développé avec Flutterflow, de l'exporter et de pouvoir continuer de le faire évoluer un jour en code avec Flutter. Donc, dans un autre contexte, par rapport à ce qu'on a dit, donc peut-être une équipe, une boîte qui gérerait ça, qui aujourd'hui, les coûts, pour moi, est pas mal évolué dans ce dev avec cet environnement, avec l'organisation des meet-ups. Je trouve que ça s'est tellement complexifié que les coûts de créer une application Flutter sont tellement énormes finalement que je trouve pour un MVP ou même une version 1, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est beaucoup trop risqué, c'est un investissement énorme. Donc voilà, l'avantage de Flutterflow par rapport aux autres outils low-code, ce qui m'embêtait un peu dans le low-code avant que je passe à Flutterflow, c'est que en fait, tu es propriétaire, quoi. En fait, c'est un IDE amélioré en vrai, quoi. Donc, ouais, ça c'était. C'est ça aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, qui m'a convaincu de passer au low-code à cet outil. Ouais. Okay. Donc là, en fait, moi je suppose là, donc ça fait 4-5 ans que tu travailles, tu fais du développement mobile. Allez, je vais compter au moins une quinzaine d'applications à ton actif, c'est ça? Ouais, c'est vrai que... Ah, t'as jamais compté? T'as jamais fait le compte? J'essaie dans ma to-do de faire mon vrai portfolio, tu vois, un jour. Mais entre les applications que j'ai fait moi, auxquelles j'ai participé des fois en tant que ce qu'on appelle tech lead, tu vois, là en Flutterflow. Je n'étais pas tech lead en Flutter, mais en Flutterflow. Ou des applications auxquelles j'ai travaillé pour un grand groupe au sein d'une équipe pendant un moment en tant que freelance, tu vois. Déterminer tout ça, il faudrait que je fasse la liste. Mais oui, ouais, je dirais ça. Je dirais une quinzaine. Une quinzaine, ouais. Ouais. Une quinzaine. Donc pour moi, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, aujourd'hui, tu fais partie des expertes en termes de Flutterflow. Et d'ailleurs, en fait, tu l'as dit dans l'introduction, aujourd'hui, tu publies une newsletter qui s'appelle La Potion Flutter. Le nom, il est pas mal, La Potion Flutterflow. Dans cette newsletter-là, tu peux nous en parler, en fait, c'est quoi que tu mets dedans, c'est quelle fréquence Ouais. Alors, pourquoi moi j'ai voulu créer du contenu déjà, voilà, créer ça ou faire du consulting, parce que justement, ce qui m'avait frappé finalement quand je suis arrivée dans mon texte, c'est le côté un peu élitiste, tu vois, que moi auquel j'avais pas adhéré, et qui se retrouvait dans le discours que tu citais tout à l'heure. Non, mais le low-code c'est nul, c'est comment on dit, des trucs, des clicodromes, tu vois, des trucs comme ça, hyper négatif, tu vois. Ouais, c'est. De toute façon, moi, je pense que les seuls devs qui sont bons, c'est les seules choses qui sont bien, c'est si tu as fait une école d'ingé, si tu utilises tel outil. Voilà, moi, je supporte pas ça.
Et donc déjà, l'idée, c'était vraiment de rendre accessible. Et je trouve que c'est la promesse aussi de Flutterflow, c'est, bah oui, en fait, demain, tout le monde a le droit d'avoir son application mobile déjà. En soi, aujourd'hui, l'application mobile, c'est plus aussi élitiste qu'il y a quelques années. Et que tu peux créer ton produit. Alors, que ce soit pour tester ton idée ou parce que tu veux toi aussi te lancer pour être prestataire. Voilà, tout le monde a un peu créé des applications mobiles sans être un dev de la Silicon Valley. Enfin, à un moment donné, tout le monde n'a pas besoin de ça. Et ce qui se passe souvent quand des fois j'ai ces remarques de dev, ils vont dire non mais c'est pas possible et ils vont te citer une feature qui existe dans 3% des applications et t'es là. Ok, donc s'il n'y a pas ça, il n'y a rien ou ça, quoi. Il n'y a pas un périmètre énorme entre les deux, quoi. Donc vraiment l'idée de cette application, c'est de démocratiser finalement le développement mobile et voilà, de pouvoir l'idée de cette application, l'idée de cette newsletter, pardon, c'est de démocratiser le développement mobile. Et pour le rythme, donc c'est une fois tous les 15 jours, le jeudi, une fois tous les 15 jours. Et l'idée, c'est de rendre un peu plus accessible les informations sur Flutterflow. Donc, bah voilà, de décrypter un peu les nouveautés, déjà. Par exemple, voilà, j'ai fait comment... un peu, j'essaye d'injecter finalement les méthodes, les bonnes pratiques du dev et un peu les repackager pour les appliquer au low-code avec les enjeux, en prenant en compte les enjeux business. Parce que, et les enjeux de qui fait ça. Parce que souvent, moi je trouve ça super les bonnes pratiques en code, mais des fois, on leur injecte des trucs qui du coup les décorrèlent des enjeux business. Et en plus, les décorrèlent aussi de leur intérêt, en fait, de leur objectif. Et c'est OK que tu refactorises pas tout, tu fais pas tout clean au MVP, sinon tu ne sors jamais ton app. Mais tu as un minimum, tu vois, qui est quand même important pour pas te retrouver dans une situation où tu vas pas pouvoir te sortir parce que tu auras trop de techniques. Donc, l'idée, et c'est ce que je fais dans mes coachings, tu vois, je prends en compte où se situe la personne et quels sont ses objectifs. Est-ce que son objectif, c'est de devenir un freelance expert? Dans ce cas-là, on travaille sur des aspects vraiment d'optimisation du code, de très clean. Ou si son objectif, c'est de développer son propre produit. Tu vois, j'ai par exemple une personne pour laquelle je l'accompagne pour développer son application, qui est un outil interne dans son entreprise. Donc, il est chef d'entreprise. Son objectif, c'est pas de devenir un expert Flutterflow, c'est de produire un produit de qualité pour permettre à son équipe et son entreprise de gagner un peu plus d'argent, de travailler mieux, de travailler dans un cadre plus agréable avec des outils vraiment adaptés. Donc voilà, il faut injecter ces bonnes pratiques, mais les adapter aux objectifs individuels finalement. C'est un peu ça l'objectif de ma newsletter. D'accord. Ouais. D'accord. Tu viens d'en parler tout à l'heure, donc tu fais aussi du coaching Flutterflow. Ouais. Donc ça fait partie de tes activités. Les typologies des gens, donc on en a un peu parlé tout à l'heure, mais en fait, ma question c'est quelqu'un qui part vraiment de zéro. Tu parlais du chef d'entreprise tout à l'heure. Il a vraiment été capable de créer une application, de comprendre. Il a quand même quelques backgrounds ou est-ce que tu as eu des cas où vraiment la personne elle dit alors parce que moi j'ai eu ce cas-là où on m'a contacté, la personne était je crois qu'il était saisonnier et une autre il était cuisinier et il m'a dit je veux monter en compétence en Flutterflow et je lui ai demandé ok tu as quand même eu des formations de base en termes techniques ou pas mais lui, il a dit non, mais j'ai déjà été capable de faire de créer des écrans, de créer. En fait, il était capable de comprendre de rentrer facilement dans l'outil. Donc moi, je voulais savoir, en fait, toi, les gens qui te contactent pour te demander de l'aide, du coaching, c'est quel type de profil généralement? Ouais, alors c'est des gens qui ont déjà mis les mains dans Flutterflow.
et qui, justement, ont envie d'améliorer leurs applications ou d'améliorer leur méthode de travail ou d'aller plus loin sur des sujets spécifiques liés à Flutterflow et liés aussi au mobile, parce que c'est encore un autre univers spécifique. Tu vois, déjà, des fois, j'ai un profil de personnes qui sont déjà freelance, qui développent déjà des applications sur Bubble, Webflow, ou qui venaient du dev aussi, mais qui veulent se tourner vers cet outil, Flutterflow, et donc tout ce qui vient avec, spécifique au mobile. Dans la construction des écrans, les widgets, construction du layout, de la structure des pages, c'est quand même assez spécifique au mobile et ça diffère de ce qu'on fait en web. Il n'y a pas de HTML, CSS. Et tout ce qui est la partie déploiement. Comment ça va fonctionner de déployer sur un mobile? C'est pas du tout la même chose que sur le web. Les temps ne sont pas les mêmes, les contraintes ne sont pas les mêmes. Donc, tu as toute cette partie-là parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de freelance, c'est quand même un nouvel outil où le marché, où la demande de missions pour avoir des applications mobiles et du coup des missions Flutterflow est quand même grandissante. Je trouve depuis que j'ai commencé à travailler en Flutterflow, voilà, il y a de plus en plus, les clients ou prospects sont quand même de plus en plus, ils connaissent, ils s'y intéressent, ils veulent un peu des garanties, mais il y a quand même des demandes. Donc, je pense que c'est très pertinent aujourd'hui quand on est freelance d'ajouter cet outil. On n'est pas obligé de se spécialiser, je comprends. Moi, c'est ce que j'ai fait dès que j'ai commencé en freelance, de me spécialiser dans une techno. Mais en tout cas, de l'ajouter et après de voir ce qu'on veut faire, si on veut rester généraliste ou si on veut spécialiser dans cette techno. C'est pas une obligation. Mais, et d'ailleurs, les agences, par exemple, il y a beaucoup d'agences aujourd'hui low-code qui veulent, qui ont des demandes de mission Flutterflow et qui veulent ajouter ça à leur périmètre d'activité. D'accord, ça me fait une bonne transition. Donc, pour passer maintenant, on va terminer la partie Flutterflow et on va passer à la partie, à ton activité de freelance. En fait, généralement, comme tu as dit, généralement, c'est les freelances qui essaient de rajouter d'autres cordes à leur arc. Et moi, ma question, c'est toi, personnellement, comment tu trouves tes clients, tes clients, en fait, tes prospects? Est-ce que tu prospectes? Comment ça se passe généralement? Comment tu fais pour Alors, toi? en fait, ouais. Alors, en fait, c'est pas vraiment j'ai des coachés en tant que Oui, freelance, oui, mais les principaux, aujourd'hui, ça a quand même été des agences oui. qui, aujourd'hui, en fait, il y a même des agences en dev qui s'intéressent aujourd'hui au low-code. Tu vois, ça revient un peu à ce qu'on... Parce qu'elles se disent, c'est un marché. En vrai, voilà, les agences, c'est pas comme certains devs, elles s'en foutent de l'élitisme. Elles vont créer, il y a une demande, ok, on va créer une offre en fait. Elles vont pas se dire, ouais, mais c'est pas du truc du vrai dev, machin, rien, elles en ont rien à faire. Et j'ai envie de dire, elles ont raison, tu vois. Et par contre, ce qui peut freiner par exemple, aujourd'hui des agences de dev pour créer cette offre ou la sous-traiter, hein, c'est qu'ils n'ont pas assez, il n'y a pas un vivier d'experts et d'expertes assez important pour assurer de se dire ok, on peut vendre cette offre parce qu'on sait qu'on va trouver, on va pouvoir recruter quelqu'un facilement. C'est un peu la limite. Mais par contre, des agences low-code qui aujourd'hui s'intéressent au mobile et veulent développer ça et développer une expertise mobile solide, c'est effectivement le principale demande que j'ai pour l'activité de coaching. Aussi pour l'activité de dev, hein, parce qu'il y a beaucoup d'agences qui sous-traitent des freelances en vrai, ou qui veulent recruter, mais voilà, qui sont dans cette perspective. Et comment c'est plus un peu comment j'ai géré moi mon activité de freelance depuis le début et ce que j'ai appris. J'ai assez peu, même jamais, fait de ce qu'on appelle du cold email, tu vois, d'aller voir quelqu'un. J'ai dû en faire un tout début parce qu'on m'a dit que c'était bien. Mais rapidement, j'ai quand même eu des demandes entrantes, tu vois, de leads. Donc soit sur LinkedIn, soit sur Malte, soit via mon réseau. Vu que j'ai organisé des événements, j'ai quand même rencontré des gens. J'ai aussi souvent été des événements
comme je parlais du PHP, à l'époque PHP, maintenant je ne vais plus à la FIP parce que je ne fais plus de PHP. Mais voilà, ici à Nantes, il y a le DevFest. Récemment, j'étais à la Flutter Connection à Paris. J'ai aussi organisé des meet-up ici à Nantes. Donc, je démarche aussi, je rencontre pas mal de gens dans ce cadre qui, par ricochet, effectivement, me permettent d'avoir des personnes qui me contactent via ce biais pour développer leurs produits. Et sur Malte aussi, qui a quand même été... aujourd'hui, moins, parce que je crois que je ne l'ai pas mis à jour et du coup, je ne dois plus apparaître depuis quelques temps. Mais je vais faire... mes papiers sont plus en règle par rapport à Malte. Mais oui, Malte, ça, quand même, ça a bien fonctionné. Et après, voilà, après, c'est trouver finalement son bon fit entre ce qu'on veut faire, les clients, etc. Et ça, c'est pas simple quand on commence en freelance, mais je pense qu'il faut accepter qu'on rate des choses, on fait des mauvais choix et voilà. Ouais. Et donc, parmi tes clients, donc tu as cité tout à l'heure, c'était soit des agences, soit du direct. Ouais. Moi, quand j'avais commencé à travailler il y a très très longtemps, bon, je suis un vieux aussi, t'inquiète pas, je suis plus vieux que toi. Et à l'époque, moi, je voulais pas me lancer. En fait, je voulais éviter justement les clients directs parce que il y a une particularité en fait avec les clients directs. Je sais pas en fait comment gérer un client direct à qui je vais demander de payer. Contrairement, aujourd'hui, je travaille plus avec des grands groupes, je sais comment ça marche, et puis je fais mon taf, et puis je suis payé à la fin du mois. Mais toi, comment tu gères en fait justement, notamment en fait tout ce qui est suivi, est-ce que tu fais des choses au forfait ou comment tu es en mesure de chiffrer? Alors, il y a plein de questions. Bon, Oui, ta oui, question, vas-y, du coup, vas-y. j'essaie de découper. Déjà, Ouais. effectivement, la question des clients directs. Donc, moi, ce que j'entends derrière ce que tu dis, c'est vraiment des clients early entrepreneurs dans la tech, finalement, qui n'y connaissent pas en informatique. Et effectivement, moi, l'erreur que j'ai fait, pas qu'une fois, c'est de bien expliquer, de me dire non, mais je vous explique bien qu'en vrai, ce que vous avez besoin, c'est un dev, mais c'est aussi une partie gestion de projet. Et de dire, faut que une gestion de projet soit externe, soit moi je la fais, mais c'est une option et c'est temps. Et du coup, les gens disaient non, je vais pas prendre ça, mais je vais le faire. Et en vrai, ça se passe toujours mal. Parce qu'effectivement, être en direct alors que tu n'as pas de gestion de projet IT par une personne qui n'y connaît rien, tu es sûr que tu vas te trouver en dehors de faire des choses qui ne sont pas pertinentes, que tu ne vas pas être payé à la juste valeur et pour lequel tu ne vas pas être reconnu dans ce travail. Donc ça, c'est vraiment mauvais. Mais je me suis retrouvée dans cette situation, pas qu'une fois. Voilà, pourquoi arrêter l'erreur, ne pas apprendre de ses erreurs la première fois, parce que tu te dis, ah mais là c'est un peu différent, parce que voilà, les personnes un peu plus sympas, parce que voilà, et en fait non. Et globalement, tous les freelances, tout domaine confondu, se sont retrouvés dans cette situation à un moment donné. Quand j'en parle, c'est un peu comme ça. Donc aujourd'hui, pour moi, ces clients, il faut soit leur proposer une gestion de projet, vraiment, où tu es capable de la faire, soit de te mettre en binôme avec quelqu'un, ou de rediriger vers une agence et te dire, c'est l'agence qui va gérer le projet et moi, je vais être dev. Mais effectivement, ça peut être des clients très exigeants, avec des petits budgets en plus, voilà, qui n'ont pas vraiment de vision de ce que c'est un projet informatique, que ce soit du code ou de low-code, hein, c'est la même chose. Hein. Tu vois, je l'avais rencontré dans cette mission-là pour un grand groupe, un projet plusieurs millions d'euros, où voilà, finalement, le fondateur, il a dit non, mais en fait, on laisse tomber l'application mobile, on ne sait pas trop pourquoi elle va être pour qui, tu vois. Truc, ça a coûté, t'imagines, il y avait il y avait peut-être 4 dev back-end et 3 front, un product owner pendant des mois et des mois, voilà, des millions d'euros, tu vois, plus une agence pour les maquettes, voilà. Donc, toute échelle, j'ai envie de dire, de clients, ça arrive. Donc ça, effectivement, quand tu as ces clients-là, faut se dire, ok, je veux aussi gérer le projet, donc je trouve être assez solide et pour débuter,
bah, du coup, je le conseillerais pas trop. Et d'ailleurs, moi, ça m'est arrivé d'arriver sur des projets, justement dans cette approche un peu de consultation, de je viens sauver parce que là, on n'y arrive plus. Donc, reprendre le projet. Mais des fois, des boîtes qui ont lancé des stagiaires ou des alternants tout seuls sur un projet sans accompagnement, des porteurs de projets ou porteuses de projets qui ont embauché un étudiant qui faisait ça en plus et puis qui arrive et qui me disent non, mais voilà, déjà il a mis plus de temps que prévu à faire son projet et puis il y a ça qui marche pas. Moi, je vais pas taper avec vous sur le développeur étudiant qui a été payé. Je n'ose pas imaginer quoi. Fallait peut-être vous en douter avant, en fait. Mais bon, voilà. Moi, j'arrive et je dis, OK, bah là, c'est la situation. Il faut faire ça pour régler le problème. Voilà. Ça, c'est urgent. Ça, c'est moins urgent, mais il va falloir optimiser un moment. Mais l'historique des projets, des fois, c'est pas toujours simple et bon, je pense que c'est pas toujours simple d'être freelance et de débuter, surtout quand on est jeune ou quand on débute là-dessus. Et je trouve qu'en tant que dev, mais ça c'est partout, que ce soit en freelance ou en entreprise, tu es un peu le dernier maillon de la chaîne où il y a eu des problèmes mais personne ne s'en occupait. La maquette, conception du produit, ils se sont dit non, ça, bon, c'est pas grave, on s'en occupe pas. La maquette, ouais, ok, ça on s'occupe pas. Et puis en fait, quand toi, t'es dev, t'es au bout, tu dis, ah bah, mais ça, vraiment, ça ne peut pas fonctionner. Donc tu un peu renvoies le truc. Donc t'apparais un peu, je trouve, mais dans toutes les situations, un peu comme l'oiseau de mauvais augure, parce que tu dis, ah mais ça, vraiment, personne n'a voulu s'occuper de ce sujet. Mais en fait, juste, on ne peut pas le développer, ou c'est pas clair, ou ça ne fonctionne pas, ou vraiment, vous n'avez pas pensé, d'accord, on fait ça, mais en fait, je sais pas, la page, elle va où? Ok, on fait quoi, tu vois? Des trucs, des fois, assez triviales. Donc, dans les projets, le dev, freelance ou non, il a tendance à être un peu le bouc émissaire de certains autres problèmes. Donc ça, c'est pas facile, je pense, quand tu débutes en freelance ou quand tu es jeune ou voilà, quand tu as un petit syndrome de l'imposteur, quand tu te retrouves seul aussi face à ses clients, que tu sois jeune ou non, que tu sois débutant ou non, tu vois, tu peux te dire, bah oui, c'est moi qui n'ai pas bien fait, ou voilà, c'est moi qui n'ai pas dit assez, etc. Donc, c'est vraiment pas simple d'être freelance, en vrai. Voilà, ça pourrait être la conclusion là-dessus. Donc, effectivement, commencer en étant prestataire pour une agence, c'est quand même assez bien, parce que tu as un tampon avec le client. Voilà, tu as aussi toute l'agence qui va avoir son propre process de gestion de projet. Donc, quand tu débutes en tant que freelance, ça peut être intéressant, si tu n'es pas passé par la case entreprise avant, de voir comment ça fonctionne. Parce que ce n'est pas que les compétences techniques, c'est aussi les compétences de gestion de projet qui vont permettre que l'application, elle aboutisse. Et d'ailleurs, sur des coachings que j'ai avec justement des porteurs de projets qui ont vraiment leur idée, qui veulent la développer tout seuls, finalement, souvent, on commence, ah oui, là, tu as un problème technique. OK, bon, on va un peu revoir la gestion du projet avant. Et OK, c'est quoi? On fait un lot de features, d'accord. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est OK? On s'arrête là? Et là, on développe et on traite les sujets techniques. Et on reviendra sur là après. On va déjà faire ce premier lot. Et souvent, c'est un peu ça. Ok. Ouais. J'ai répondu à toutes les questions. Oui, en fait, tu anticipes même mes questions. Donc, mot de la fin. Mot de la fin. Entre ton parcours qui est extraordinaire, on va dire, c'est pas courant, hein. Moi, j'ai très rarement rencontré quelqu'un avec ce parcours-là. Flutterflow et puis ton activité freelance, si tu veux résumer. En fait, moi, je trouve ça, je suis effectivement, je suis très contente de tout ce que m'a apporté. En fait, finalement, moi, je me suis spécialisée, voilà, dans Dev, puis dans le mobile, puis dans Flutterflow. Et en vrai, j'aime bien cette techno. Et je ne me suis pas spécialisée par amour de la technologie, finalement. En fait, cette activité, elle me permettait de faire, de fabriquer des choses, en fait. C'est ça, finalement, qui me plaît. Et aujourd'hui, dans les conditions que j'ai envie, voilà, elle me permet de gagner correctement ma vie, d'être reconnue dans mon travail, tu vois.
et de faire aussi des choses qui me plaisent, des nouveaux projets, de découvrir des univers aussi, tu vois, métiers. Et aujourd'hui, en plus, je peux un peu choisir les projets sur lesquels j'ai envie de travailler. Donc ça, c'est vraiment quand même le top. Et du coup, les projets qui me parlent, tu vois, ben, je dis OK. Et les projets qui parlent moins, ça m'est arrivé d'accepter. Et maintenant, je sais que non, parce que ça marche pas très bien. J'arrive pas à être motivée assez pour le projet pour vraiment travailler, parce que c'est ingrat des fois le dev quand même. Donc c'est ça le mot de Voilà, la c'est fin? le mot de la fin. Super. Merci beaucoup Vanessa. Et ben merci à toi pour l'invitation.